C'est évidemment l'homme dont le comportement est sans doute le plus scruté sur cette planète. On ne va pas basculer dans la psychologie de comptoir. On va essayer d'apporter des éléments sur Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une semaine de représentation publique extrêmement importante. Demain, c'est le jour des soldats, hein, en gros, des libérateurs de la nation. Donc, c'est une journée très importante. C'était une sorte de préambule à cette journée, ce stade Loujniki. Et on va tout de suite donner les faits et rien que les faits, les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, l'image que Vladimir Poutine a voulu renvoyer, c'est celui du père de la nation. Oui, regardez ces images, plus de 80 000 personnes massées dans le stade Loujniki à Moscou. Pour chauffer la salle, vous allez le voir, des pop stars russes. Sur ce t-shirt, on peut notamment lire « Je suis russe ». Et effectivement, tout célèbre la Russie. Le drapeau russe flotte absolument partout. Il est peint sur les visages, floqué sur cette casquette camouflage avec ce grand Z. Les bonnets de ces enfants sur scène sont également blancs, bleus, rouges. Et le show est entrecoupé d'images des militaires russes au front. Des soldats sont présents sur scène quand soudain, Vladimir Poutine apparaît et prend la parole. Et ses premiers mots, écoutez-les, c'est du pur patriotisme. Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы так сказал, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш». Отче, Отец – это и Родина, это и семья. Notons que lors de son discours d'hier, c'était le patriarche Kirill qui faisait face à Vladimir Poutine au premier rang, le chef de l'église orthodoxe russe. Le spirituel fait désormais partie intégrante de toutes les prises de parole du président. Autre visage, on a aussi vu un Vladimir Poutine, c'est classique, qui met en scène sa virilité. Oui, regardez, sa démarche assurée. Il bombe le torse sous sa veste. On imagine que là-dessous, il porte un gilet pare-balles. Il serre la main de tous les gradés. D'un grand geste, il lance l'hymne russe et puis il lance des hurrahs. Écoutez. Hurrah! Et ensuite, il lance des Russie, Russie. Россия! En fait, il chauffe la salle et il se met en scène comme un soldat. Et ces images, elles tranchent clairement avec celles que l'on voyait ces derniers mois. Un Vladimir Poutine bunkérisé, surprotégé. En général, rares sont ceux qui peuvent l'approcher. Eh bien, on peut imaginer qu'aujourd'hui, ces militaires ont été triés sur le volet, tout comme les jeunes qui étaient présents dans le stade. Bref, que rien n'a été laissé au hasard pour la protection du président. Oui, parce qu'on le dit de plus en plus paranoïaque. Exactement. Alors là-dessus, il ne faut pas se fier aux apparences. Effectivement, ce que l'on nous dit, c'est plutôt que Vladimir Poutine s'enfonce dans sa paranoïa parce qu'il se sent en danger. Il pensait sceller son pouvoir par une victoire militaire, par la restauration de l'Empire russe. Eh bien, force est de constater qu'après un an de guerre, il a échoué dans cet objectif. Et la conséquence, c'est que ça l'a fragilisé. Écoutez, Vera Grantseva, politologue spécialiste de la Russie. Bien sûr, 2022 a apporté encore plus des risques pour son régime. Et c'est très intéressant, ce sont des risques artificiels que Poutine a créés lui-même en commençant cette guerre. Il a apporté un élément déstabilisant son régime qui l'a rendu plus paranoïaque dans ce sens. Parce que maintenant, on voit que le futur n'est pas très clair, n'est pas très stable, n'est pas prévisible du tout. Vladimir Poutine considère l'Occident comme l'adversaire principal. Jusque-là, rien de nouveau. Il réécrit l'histoire pour se placer en victime. En revanche, hier, à notre connaissance, c'était la première fois qu'il affirmait que la Russie elle-même était visée par l'Occident. Écoutez. Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон. Элиты Запада не скрывают своей цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. Alors encore une fois, même si on n'est pas psychologue, est-ce que cette paranoïa peut l'emmener vers une forme de folie ? Bien là-dessus, les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord, notamment l'une des meilleures connaisseuses de la Russie, de Vladimir Poutine et de son entourage, Galia Ackerman, que l'on connaît bien ici.
Eh bien, pour elle, Poutine est un homme dangereux, un autocrate qui vit dans une autre réalité. Écoutez-la. Je ne considère pas Vladimir Poutine comme un fou. C'est un homme extrêmement dangereux. C'est un homme qui est probablement paranoïaque, mais la paranoïa est propre pratiquement à tous les dictateurs. C'est pas quelque chose d'original. Vladimir Poutine vit dans une réalité parallèle. Merci beaucoup, Justine. Pierre Servan, effectivement. Paranoïa et dictature font généralement bon ménage. Juste pour s'arrêter un instant sur cette dimension psychologique. Oui, c'est vrai qu'il y a véritablement de son côté une sorte d'enfermement, de construction d'un monde autour de lui, l'Occident global, qui chercherait à détruire la Russie. Son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a même avancé le fait que les Occidentaux préparaient la solution finale de la question russe, sur le modèle de la solution finale de la question juive par les nazis. Il l'a dit explicitement. Alors, et puis on peut se rappeler également un communiqué de l'Élysée, président Macron, juste avant la guerre, dénonçant la dérive du discours paranoïaque. Alors l'Élysée ne disait pas le président Poutine est paranoïaque, mais pointait du doigt, ce qui est très rare dans des communiqués d'une présidence, de souligner le caractère paranoïaque du discours. Donc il y a cette réalité. Galia Ackerman a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il n'est pas fou, il a sa logique, et plus il échoue sur le terrain, c'est aussi un phénomène que l'on a constaté dans l'histoire sur les dictateurs, plus le terrain, la réalité se venge des grands rêves, de l'hubris, de la démesure, etc., plus ce type de personnage et de psychologie a tendance à blinder, à faire ce qu'il est en train de faire et à s'auto-convaincre par cette liesse de la justesse de son combat. Et évidemment, ça n'est pas complètement rassurant pour la suite des événements. Et dans ce qui a été dit aujourd'hui, prononcé sans surprise, bien sûr, par Vladimir Poutine, il y a récupérer les terres historiques. On va s'arrêter sur le verbe poutinien, parce que verbe révisionniste, diront certains experts. Il est très important, Jean-Dominique Merchet, récupérer les terres historiques, c'est évidemment une façon aussi de galvaniser les foules au moment où cette guerre s'enlise, comme l'a bien dit Pierre Servan. La question, c'est... Et ça nous pose à nous un vrai problème, parce que ce qu'on voit là, ce sont les images assez traditionnelles, malheureusement, d'un dictateur comme le XXe siècle et le XXIe siècle en ont connu quelques-uns. La question des terres historiques qu'il veut récupérer, la question c'est qu'on ne sait pas ce qu'elles sont, ces terres historiques. Alors, jusqu'où vont-elles ? Parce que la Pologne, la Finlande, les pays baltes ont fait partie à un moment de l'Empire russe. Alors est-ce que c'est de ça dont on parle, ou est-ce que c'est là où habitent des Russes ? Mais qu'est-ce que c'est un Russe ? C'est quelqu'un qui parle russe. Alors au Kazakhstan, 25% de la population parle russe. Donc évidemment, c'est une bombe à retarder, c'est une bombe géopolitique qu'il manie là. C'est comme si on disait, nous les Français, on veut récupérer nos terres historiques. Regardez la carte de France à l'époque de Napoléon, 130 départements, Hambourg était une préfecture, la côte d'Almat en Yougoslavie était une autre préfecture. Tout ça, c'est un délire impérialiste et nationaliste, extrêmement dangereux. Ce qu'on voit, dernière chose, c'est, moi ce qui me frappe quand même dans ces images, c'est le contraste entre ce régime et cette armée qui sont manifestement assez bons dans l'événementiel et le spectacle vivant, clairement, avec la réalité de ce qu'est la Russie et ce régime, qui est un régime où les mecs s'en mettent plein les poches en permanence, où la patrie et le Dieu et tout ça, ça passe quand même après le compte en banque, et par ailleurs une armée qui se comporte de manière à la fois nulle militairement et criminelle là où elle est. Donc ça, c'est des beaux discours, mais qui ne correspondent en rien à la réalité que l'on peut observer. En tout cas, l'image est forte. Je vous donne la parole tout de suite. L'image est forte parce que beaucoup de jeunesse, ça contraste avec ce qui s'est passé hier. On en reparlera dans un instant. J'ai envie de répondre à votre question quand vous demandiez est-ce que Poutine est fou ? Et j'ai envie de vous répondre, j'en sais rien, mais à la limite, je n'en ai rien à faire. Pourquoi ? Parce que le plus dramatique, c'est qu'il est dans une telle spirale. C'est la course, la fuite en avant. La question, c'est de se demander comment il va atterrir, parce qu'il faudra bien qu'un jour, ça s'arrête. Et je pense que c'est ça la difficulté, tout d'abord pour lui,
pour nous, occidentaux, parce qu'il faut réfléchir à la suite, parce que tout ça va bien devoir s'arrêter. Dans son discours d'hier, il dit « Depuis 30 ans, nous subissons... D'ailleurs, Gorbatchev en prend plein la figure, indirectement. Depuis 30 ans, nous subissons des choses épouvantables. Vous voyez, quand on est faible, quand on n'a plus confiance en soi, vous voyez ce qui arrive ?» Et donc il semble dire « Je vais vous emmener vers quelque chose, mais ce quelque chose ne peut pas arriver. » Ne peut pas arriver. Donc le sujet, et votre question est d'ailleurs parfaitement intéressante, juste dans quelle folie, vers quelle solution il emmènera tout d'abord la Russie, parce qu'il y a des hommes et des femmes et on le dit, qui ne sont pas nécessairement des fans de Poutine et qui quelquefois suivent parce que c'est la vie ou la mort. Où va-t-il emmener son pays et où va-t-il emmener une bonne partie de la planète? Parce que malheureusement, il est plus ou moins... il y a les Chinois qui regardent un peu et puis ça a fracturé le monde à un moment où nous n'en avions pas besoin. En tout cas, l'impact de l'image, Catherine Gentil, est assez fort, hein. Il y a un contraste incroyable entre le discours d'hier, qui est face à un parlement statufié, mutique, avec des visages graves, et puis là, des jeunes. Alors, on a appris qu'ils touchaient un petit billet de 100 roubles quand ils venaient dans ce stade. C'est un peu moins de 5 euros. Enfin bon, néanmoins... ça fonctionne bien et on voit des militaires de tous les corps d'ailleurs possibles et imaginables autour de Vladimir Poutine. Il est au contact des gens, lui qu'on disait seul, isolé, bunkérisé. Mais parce que je pense que Vladimir Poutine, on se pose la question de savoir s'il est paranoïaque, mégalo, etc. Moi, je pense que surtout, il est très lucide. C'est-à-dire qu'il a compris quand même qu'il s'est mis là dans une ornière infernale, dans un piège infernal, et qu'il doit absolument trouver les arguments pour, au moins aux yeux des Russes, légitimer ce qu'il a fait avec son opération militaire spéciale. Il sait que son pouvoir est forcément fragilisé, donc essayer de le justifier en parlant des terres historiques, en amenant des enfants de Mariupol, parce que quel est le plus beau symbole de la raison d'être d'un conflit, si ce n'est pour sauver des enfants? Donc on voit qu'il a pris tous les champs possibles pour les décliner, avec les militaires auxquels il a rendu hommage, le fait qu'en fait c'était pour l'histoire et contre l'OTAN qu'il se battait, et c'était au bout du compte pour sauver des enfants, ça veut dire quoi? L'avenir du monde, hein, bien sûr. Donc je pense qu'au-delà des questions qu'on se pose sur ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine, il y a quand même une lucidité, je pense, qui lui a fait comprendre que non seulement son pouvoir est aujourd'hui fragilisé, mais qu'il le sera encore plus à l'avenir s'il continuait d'aller d'échec en échec sur le terrain en Ukraine, et que donc il essaie d'utiliser à la fois le côté solennel en s'adressant aux élus et en resserrant les rangs, et puis aujourd'hui au peuple russe pour leur dire, vous voyez, si j'ai fait tout ça, en fait, c'était vraiment pour de bonnes raisons. Et la religion, le sacré, la mystique, hein, puisqu'il démarre avec le Notre Père. Hier, il disait « Tournez-vous vers la Bible, vous trouverez toutes les réponses ». Il y va de plus en plus fort sur ce terrain-là. Hein. Oui, et je pense qu'il le croit. Je pense qu'il le croit. Il fait partie de ceux que j'ai appelés les personnages messianiques, autoproclamés, mais maintenant proclamés aussi par Kirill pour son anniversaire. Oui. Kirill, le patriarche, donc, lui a envoyé une lettre en disant « Tu es l'envoyé de Dieu pour porter… » Et donc, ce type de psychologie croit à cela. Mais si vous permettez juste très rapidement deux réflexions. La première, c'est que ce grand chef de guerre qui fait des shows, on ne l'a jamais vu en première ligne sur le terrain. Donc, ce personnage qui s'est construit sur la guerre de Tchétchénie, voilà, moi, je suis un homme viril et fort, on ne l'a jamais vu dans la boue sur le terrain. Très frappant le contraste par rapport à Zelensky. Et une information que je vous mets sur la table par rapport à ce grand type de show, j'ai eu un contact avec un Européen qui était sur la place Rouge quand il y a eu la grande fête pour célébrer le rattachement des 4 oblasts. Vous aviez eu la partie très solennelle dans la salle Saint-Georges avec 1200 mètres carrés, toute la nomenclatura pour célébrer le rattachement de ces terres historiques. Et après, derrière, vous avez un grand show avec des musiciens, etc. Et cette personne me dit, j'étais là pour voir ce qui se passait, à 22h, tout a été plié, tout le monde est rentré chez soi, et la place Rouge était déserte. Il dit, en Europe, vous faites un événement, etc., mais à 4h du matin, la jeunesse est dans la rue, etc. Donc, je veux dire, tout est à l'image de ça, les gens sont payés, c'est bidonné, ça doit donner l'impression d'eux. Voilà. Et c'est ce que disait l'observateur de l'Union soviétique à la grande époque stalinienne en disant l'Union soviétique, si vous voulez, c'est un train qui est immobile sur les rails, mais de temps en temps, on le pousse en avant de 100 mètres, on le fait reculer de 100 mètres, et ça donne l'impression du mouvement.
Voilà le système poutinien. Et vous notiez qu'il n'est pas allé effectivement sur le terrain. Il y a quelques ultras au sein même de la Fédération de Russie qui le lui reprochent, surtout au moment où Joe Biden est venu, lui, à Kiev. Regardez cette séquence de la télévision russe avec des plus ultras que Poutine encore qui commentent ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. Он привез в каком-то смысле себя. Он показывает, что он может находиться в Киеве, а Путин за 9 лет ни разу не посетил Донбасс. Понимаете? Поэтому он все, что... в свое время. На что вы намекаете? Значит, что касается того, что поставить, какие там дальнобойные оружия, все это можно было обсуждать в ходе предыдущих визитов, встреч. Зеленский приезжал недавно совсем в Вашингтон, они все это обсуждали, поэтому эта встреча совершенно не для этого. Это пиар, во-первых, а во-вторых, это сигнал России. Intéressant, Catherine Gentil. Il n'y est pas allé en neuf ans. C'est exactement ce que disait Pierre Servan juste avant, sans savoir que cette séquence serait diffusée d'ailleurs. Vous pouvez être embauché à la télévision. Non, je ne fais pas les scripts. Mais c'est assez spectaculaire quand même, parce que jusqu'à présent, toutes les critiques avaient été scrupuleusement élaborées et dites pour épargner Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un échec, notamment sur le terrain, on disait c'est la faute du chef d'état-major des armées, ou de Shoigu, c'est Shoigu qui n'est pas suffisamment à la manœuvre, pas assez, ou alors Gerasimov, effectivement, le chef d'état-major des armées, qui maintenant est responsable de toute l'opération militaire spéciale en Ukraine. Et lui-même, Vladimir Poutine, prend toujours la précaution, quand il annonce une décision, de dire à la demande du ministre de la Défense, à la demande de X ou Y, pour qu'il y ait toujours un fusible entre lui et la décision prise, pour qu'il puisse dire « mais moi j'ai dit d'accord, mais en fait c'est parce qu'on me l'a demandé et le responsable c'est lui ». Et là c'est spectaculaire quand même qu'à la télévision russe, ils disent clairement « Vladimir Poutine n'y est pas allé ». En gros, ça veut dire c'est un dégonflé, quoi. Et s'attaquer comme ça au président, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de la télévision. Voilà, quelques secondes, mais c'est intéressant. Vous aurez quand même remarqué la grande gêne du présentateur qui s'est demandé à quelle sauce il allait être mangé dès le lendemain. Voilà. Mais on voit bien qu'il y a malgré tout, puisque ça reste un état policier, je crois que c'est dans l'ouvrage de Laure Mandeville, dans l'opus qu'elle a réalisé récemment, où elle démontre bien dans cette discussion avec ce philosophe ukrainien, elle montre bien à quel point la Russie et la Russie après l'Union soviétique, mais le système a perduré, le peuple a peur, les gens ne sont pas habitués à parler, à dire ce qu'ils pensent, et donc on a exactement cela. Et tout est organisé pour que l'élite qui dirige en premier lieu Poutine ne soit pas attaquée. Ce sont les autres. Lui n'est responsable de rien. Et d'ailleurs, quand il dit « j'ai à la demande de tel ou de tel », à la demande des experts, des techniciens, autrement dit, lui il n'a pas à être un technicien et il fait confiance aux techniciens. Jean-Dominique Merchet. Oui, avec cette guerre, ils ont fait sortir un peu le guignol de sa boîte, le guignol national, le sentiment hyper-nationaliste, c'est ce qu'on appelle les blogueurs militaires, tous les courants hyper-nationalistes qui sont vraiment plus radicaux d'une certaine manière que Poutine. Et ceux-là, ils peuvent s'exprimer parce que c'est les super patriotes. Le problème, c'est que peut-être qu'à un moment, il va falloir les faire rentrer dans leur boîte, et ça va être difficile. Parce qu'on peut toujours faire rentrer dans sa boîte en disant « toi, t'es vendu à l'étranger, toi, t'es un démocrate décadent, homosexuel, je ne sais quoi ». Mais quand c'est un gars qui dit « non, non, moi, je suis pour la Sainte Russie, je suis pour la victoire militaire, je suis pour écraser les Occidentaux, je suis pour en finir avec ces homosexuels d'Ukrainiens », parce que c'est quand même ce qu'ils disent tous les jours, et les faire rentrer dans leur boîte, cela, ça va être compliqué. Donc, il doit surfer avec ça. Bon, il les arrêtera, il en déportera peut-être quelques-uns, mais néanmoins, il a ce problème. Alors, il y a une autre figure qu'il faudra peut-être faire rentrer dans sa boîte à un moment, c'est Evgeny Prigojine. La saga continue chaque jour. Prigojine, qui a pris une ampleur médiatique considérable, lance des cris, des SOS maintenant, en disant « s'il vous plaît », et en insultant bien sûr l'administration aujourd'hui encore, il dit « ces salauds de l'administration qui ne livrent pas de munitions ». C'est une voix qui compte, bien sûr. Ah oui, alors vous avez raison de le souligner, parce que c'est complètement dans le fil de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que lui, depuis plusieurs semaines, franchit des étapes
y compris quand même pour mettre en cause... Alors, il met en cause surtout le haut état-major, qu'il accuse de trahison. Oui. C'est quand même, si vous voulez, publiquement, c'est fort de café. Ça me fait penser au livre de De Gaulle, La discorde chez l'ennemi. Bon, ça concernait les Allemands. Là, vous avez une discorde qui est publique. Et Prigojine a quand même des propos qui indirectement visent le Kremlin et Poutine. Donc là où vous avez raison, c'est que vous avez vu que dans le discours de Poutine, je pense qu'il y a des oligarques qui vont passer par les fenêtres dans les semaines qui viennent, puisqu'il a quand même très clairement dit que c'était des traîtres, etc. Mais à mon avis, Prigojine, qui n'a pas apporté à Poutine ce qu'il lui avait promis, c'est à savoir la victoire de Bakhmout, il y a 6 mois. 6 mois Exactement. ici, nous étions là, nous en parlions. Prigojine avait dit à Poutine, je m'entends très bien avec Sourovikine, donc avec qui, en Syrie, ils avaient fait à la fois des affaires et des crimes de guerre. Ancien chef des opérations. Ancien chef des opérations qui a été limogé et remplacé par Gerasimov. Entre parenthèses, en 12 mois, vous avez 4 chefs successifs des opérations. Ce n'est pas un très très bon signe. Eh bien, Prigojine avait promis ça à Poutine en disant, attendez, t'en fais pas, moi je vais faire ça avec mes criminels qu'on va sortir de prison, je vais te donner ça. 6 mois après, Prigojine, il explique qu'on le trahit et que sans doute il faudra attendre 2 mois de plus pour éventuellement pouvoir faire tomber Bakhmout. Donc vous avez tout à fait raison. Je pense que tous ces signaux faibles, un peu forts, dessinent un pouvoir poutinien, alors je ne dirais pas aux abois, c'est certainement très fort, mais un pouvoir poutinien qui doit commencer à se dire si je ne renforce pas tout ça en expliquant que les nazis, ceux qui veulent nous détruire sont aux portes, etc., les fins de mois vont être de plus en plus difficiles. Et je pense que les fins de mois du régime poutinien vont être de plus en plus difficiles. Je rejoins tout à fait ce que Jean-Dominique a expliqué. Est-il entendu, Prigojine, en Russie ? Est-il entendu lorsqu'il dit, là aujourd'hui, il disait, si vous êtes hôtesse de l'air, dites au commandant de bord qu'il faut livrer des munitions à Wagner, si vous êtes, peu importe, serveur de restaurant, dites-le. Il lance vraiment une sorte de cri d'alarme. Est-ce qu'il est entendu ? On va le savoir très vite, parce qu'effectivement, il a lancé un appel qui est assez spectaculaire en disant à tous les Russes, où que vous soyez, manifestez-vous, demandez à l'administration de nous envoyer des munitions. Et on va voir si ça va être suivi des faits, si un certain nombre de Russes vont se manifester ou si au contraire, il ne va absolument rien se passer. C'est là où on va pouvoir juger un peu de sa popularité et s'il a réussi à convaincre qu'il était effectivement le grand chef de guerre dont avait désespérément besoin l'armée russe qui ne réussit pas à avoir de victoire depuis très longtemps sur le terrain. Alors, ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit entendu parce que ces derniers temps, vous avez des familles qui protestent de plus en plus quand elles voient à la télévision l'assassin de leurs enfants, de leur famille, etc., présenté en héros. Et entre parenthèses, dans les tensions avec Prigojine, il semblerait que Prigojine soit désormais bloqué dans le processus de recrutement dans les prisons, et bloqué par le Kremlin. Donc, notamment parce que le Kremlin est très attentif à tout ce qui peut se passer dans la population, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles mobilisations, etc. Et à mon sens, Prigojine devient un problème. Alors, l'armée non, Jean-Dominique, bien sûr. L'armée déteste Prigojine. L'armée déteste Wagner, contrairement à ce on pensait qu'ils marchaient ensemble. Évidemment, ils sont du même camp, mais ils se détestent au sein du même camp. Et là, l'armée a pris le pouvoir. Poutine a donné pour l'instant le pouvoir à l'armée pour régler les choses. Donc ils réorganisent tout et effectivement, ils sont en train de mettre le patron de Wagner sur la touche, peut-être définitivement sur la touche. Reste à savoir ce que lui a comme potentiel pour se défendre. Ce n'est pas ses appels aux hôtesses de l'air. C'est les dossiers, c'est l'argent, c'est les affaires, c'est tout ça. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Il n'y a que ça qui compte. C'est l'Afrique. C'est les médias, 130 titres. Prigojine, c'est 130 médias, donc avec une capacité de propagande très forte. Quelle est sa force de frappe ? Et l'Afrique avec, on est en train de le voir. On le sait, beaucoup de ressources naturelles qui sont directement contrôlées par lui. Au-delà de ça, pour revenir sur l'Ukraine, ça montre, au-delà de toute spéculation, qu'il y a un problème militaire, c'est-à-dire qu'il n'avance plus. Alors peu importe ensuite qui se renvoie la balle, si Prigojine dit c'est à cause de l'armée qui ne me livre pas de munitions, mais Jean-Claude Beaujour, ça montre que sur le terrain, Prigojine, Wagner n'avance plus. Oui, parce que, et on l'a dit déjà sur cette chaîne, finalement, Poutine pensait qu'en l'espace de 2 mois, 3 mois, la chose serait pliée.
et on s'est rendu compte que, elle n'était pas pillée, et deuxièmement, l'absence de préparation. Et ce qui est vrai du côté occidental, puisque nous avons dit la semaine dernière que des armes, il faut avoir le temps de les préparer, il faut le temps de les fabriquer, il faut avoir le temps de former, il faut avoir le temps de... Mais il y a une dimension opérationnelle. Ça l'est aussi de l'autre côté. Donc on voit bien que le temps qui a été... l'absence de préparation, la faiblesse, même si c'est une armée qui est importante, mais la faiblesse de l'armée russe à bien des égards, eh bien, ils le payent sur le terrain. Ils ont fait appel à Wagner un peu, je ne dirais pas à la dernière minute, mais ils se sont raccrochés au wagon. Et le raccrochage au wagon, forcément, ça ne peut pas produire les effets escomptés. Donc, eux aussi ont une difficulté. Ils ont exactement les difficultés que l'on peut retrouver, dont on parlait du côté ukraino-occidental dans le cadre de ce conflit. Et ça sera à qui ira le plus vite possible et arrivera à mobiliser. D'ailleurs, ça n'est pas par hasard s'il y a eu cet appel un peu symbolique, parce qu'effectivement, ce ne sont pas les hôtesses de l'air ou des pilotes qui vont récupérer une demi-balle. Il s'adressait à tout le monde. J'ai dit les hôtesses de l'air au milieu de beaucoup d'autres métiers. Oui, mais c'est pour ça que je dis que monsieur tout le monde ne pourra pas vraiment aider. En revanche, c'est aussi une façon de dire, c'est le moment, il sonne le tocsin, c'est le moment de se mobiliser massivement et de mobiliser le plus grand nombre et de calmer les éventuelles dissensions au sein même du pouvoir de Poutine. Là, et pour revenir à cette ville de Barmout, il faut quand même imaginer ce que c'est. Barmout, pour un Français, c'est l'équivalent de Montargis. Voilà. Depuis le 1er août, l'armée russe essaie de prendre Montargis et ils n'y parviennent pas. Voilà, c'est simple. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même un vrai gros problème. Depuis le 1er août, ça va faire 7 mois. Et c'est tout petit. Ça n'a pas d'enjeu stratégique particulier. 70 000 habitants avant la guerre, il y en a 5 ou 6 000 aujourd'hui. Donc, il y a un vrai gros problème militaire russe. Alors, le front est vitrifié. Juste un dernier mot de conclusion. Un petit mot. D'où l'inquiétude des Occidentaux sur l'éventualité de livraison d'armes chinoises à la Russie. Parce que là, effectivement, ça pourrait largement aider les Russes.